nous avons conscience que faire l'impasse du droit revient à sauter les deux pieds joints dans le vide à la rencontre de l'inconnu, de ses dangers et de toutes les peurs qu'il peut susciter. Pour signifier son importance capitale et son pouvoir, nous avons donc créé le Paris Legal Makers, le sommet du développement par le droit, qui fait le pari d'aborder dans le détail, dans le pratique, sous un angle technique et juridique, les grandes transformations auxquelles nos sociétés doivent faire face. Notre objectif est très simple, nous voulons apporter, grâce au droit, de la stabilité et de la confiance. Car ce qui nous inquiète à titre personnel, qui inquiète également les marchés et qui freine le développement et l'innovation, c'est l'incertitude. C'est la question d'un impôt mondial sur les sociétés à l'heure des GAFAM, c'est la question de la protection des actifs immatériels des entreprises à l'heure de la blockchain, des NFT et des crypto-monnaies, c'est la question de la protection de nos données à l'heure où une part importante de nos vies se déroule en ligne, et c'est aussi la question de notre capacité à apprivoiser, à encadrer, et j'oserais dire à dompter l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Rien de ce qui vous sera présenté aujourd'hui n'a été préparé par une intelligence artificielle, et pourtant, nous aurions pu, tant les systèmes d'intelligence artificielle générative sont fascinants d'audace, de créativité et d'inventivité. Reste qu'ils font aussi preuve d'un goût un peu trop prononcé pour la paraphrase et la violation du droit d'auteur. À mi-chemin se trouve sans doute une terra incognita où l'intelligence artificielle soutient l'intelligence humaine, où l'humain apprivoise l'extraordinaire potentiel de l'outil. C'est à sa recherche que nous partons ensemble aujourd'hui, convaincus que nous sommes capables, grâce au droit, de dompter les ardeurs de l'IA et d'en proposer un usage universel et éthique. Nous mettons tout en œuvre pour que la place de droit de Paris, fidèle à sa réputation d'excellence, demeure la capitale où se forment et s'exercent les avocats les plus pointus du marché. Une place où les innovateurs, les créateurs, les entrepreneurs, les penseurs sont toujours chez eux. Une place où, ensemble, nous faisons vibrer la force du droit. Sur l'IA, comme sur beaucoup de sujets, la question, c'est la régulation. Ce n'est pas toujours une bonne solution d'augmenter la régulation de manière trop forte. Et sur ce sujet, comme sur les autres, nous sommes très mobilisés de façon à bien réguler pour que les entreprises restent efficaces. Notre vision vis-à-vis de l'intelligence artificielle, c'est que ça va quand même générer des gains de productivité hyper intéressants. Et nous sommes aussi attentifs à ce que les entreprises françaises, européennes puissent s'en emparer de manière efficace. De manière générale, sur les nouvelles technologies, ce sont les entreprises qui sont en pointe. Et il y a l'IA Act, mais il y a aussi la directive, enfin le DSA, DMA, donc c'est sur le marché et sur les services numériques. Parallèlement, en France, on a la loi SREN, sécuriser et réguler l'espace numérique. Enfin, bon, on a tout un tas de régulations qui arrivent qui nous inquiètent beaucoup. L'entreprise, aujourd'hui, est le principal levier de changement. Par votre vision, par vos valeurs, par le fait que vous conseillez ces entreprises-là, vous avez un rôle à jouer pour justement qu'on soit plus fort et que les grandes promesses de l'intelligence artificielle puissent être relevées par les entreprises. Et au fond, à quoi ça fait penser ce qui nous arrive dans l'IA? Ça fait penser à une immense poétesse russe qui était Anna Akhmatova. Cela s'est passé en 1 heure et nous avons vieilli de 100 ans. Et finalement, c'est difficile de mieux résumer ce qui se passe depuis, peut-être pas depuis 1 heure, mais depuis 1 an, depuis que ChatGPT est vraiment rentré dans nos vies. On a l'impression d'être passé d'une époque à l'autre, que les choses ne seront plus comme avant. On passe une nouvelle ère, pourquoi? Parce qu'on arrive à démocratiser finalement l'accès à ces solutions. Donc la première caractéristique de ces nouveaux modèles, c'est de faciliter l'interaction en langage naturel. Vous regardez l'histoire de l'informatique depuis le début. On a été obligés, nous, pauvres humains, d'apprendre à utiliser une souris, un clavier, des menus, des interfaces, des boutons. Finalement, une complexité pour aller accéder ou mettre en valeur notre capacité, nos connaissances, notre expertise. Avec ces nouveaux modèles d'IA, on casse cette barrière et on peut dialoguer en langage naturel avec la machine. Ça va ouvrir des formidables opportunités d'inclusivité. La deuxième, ce sont des capacités de raisonnement, qu'on appelle GPT 3.5. On s'attendait, au niveau des experts IA, à arriver à quelque chose de ce niveau-là. Ce qu'on n'attendait pas aussi vite, c'est GPT 4. Aujourd'hui, ce modèle-là, il est bien au-delà des autres. Il n'a pas du tout la même constitution, architecture. C'est un autre objet.
que les gens utilisent à 20% de ses capacités aujourd'hui, mais qui a des vraies capacités de raisonnement. Donc quand on parle d'intelligence, premièrement, il y a une caractéristique de compréhension, une fine sémantique. Ça, c'est la capacité à dialoguer. La deuxième, ce modèle, il a une très forte capacité de généralisation. On peut lui donner 2, 3, 4 exemples de quelque chose qu'il n'a jamais appris, et il est capable de raisonner. On peut lui donner la description d'un algorithme, il va exécuter cet algorithme mieux qu'un programme. Troisième caractéristique, la capacité à enchaîner, à enchaîner des raisonnements, des processus. Ce qui lui manque aujourd'hui à ce modèle, c'est la capacité de planification. L'intelligence artificielle générative, et je vais me focaliser sur cette intelligence en particulier, le premier risque, c'est le risque commercial. Si on veut utiliser l'intelligence artificielle générative dans tout son potentiel, ça va demander des investissements. Il faudra bien sélectionner les cas d'usage. Et par définition, on va sélectionner les cas d'usage qui apportent une valeur ajoutée, mais qui sont moins risqués. La deuxième chose, on a beaucoup parlé des risques de propriété intellectuelle, les risques de gestion des données, le risque de responsabilité. Pour l'apprentissage de foundation models, on va utiliser un certain nombre d'éléments. Il y a un risque de contrefaçon, mais si on regarde les produits comme Microsoft Copilot, il y a déjà un certain nombre de contrôles qui ont été mis en place et les sociétés qui mettent dans les marchés des produits qu'on appelle off-the-shelf, ils sont en train de communiquer qu'ils seraient prêts à nous indemniser, et je dis nous indemniser parce que nous, on est partenaire aussi de Microsoft, en cas de risque de contrefaçon. On parle beaucoup des données personnelles. Tous les cas d'usage ne traitent pas des données personnelles, donc il faudrait bien choisir son cas d'usage pour limiter les risques. Les risques éthiques, je suis sûre qu'on va parler, il y a certains cas d'usage, oui, qui peuvent amener certains risques en matière dans les domaines éthiques. Mais j'insiste, tout commence par une bonne sélection du cas d'usage. Oui, les risques existent, mais à la date d'aujourd'hui, il y a déjà tout un certain nombre de mécanismes qu'on peut mettre en place et que c'est parfaitement possible de commencer à utiliser l'intelligence artificielle générative dans certains cas d'usage, pas partout, avec un niveau de risque bien contrôlé. Il y a 4 sujets majeurs. 1, quel impact dans le monde du travail? Goldman Sachs a fait une étude disant que 300 millions d'emplois seraient supprimés, et notamment plutôt les emplois Bac plus 10 que Bac moins 3. Oui. Et donc c'est une très bonne nouvelle pour la voie professionnelle. Quel est l'impact dans le monde universitaire et scolaire? Est-ce qu'il faut l'interdire ou pas aux examens? Bon, moi je pense qu'il faut au contraire le rendre obligatoire. 3e sujet, est-ce qu'on va vers une IA forte, c'est-à-dire une machine consciente et qui aurait des émotions? Le projet Blue Brain, donc un cerveau avec les neurones artificiels serait tellement performant qu'il en jaillirait la conscience et des émotions. Je n'y crois pas non plus. Je pense qu'on ira vers une IA généraliste, mais pas forte pour autant. Et puis, 4e sujet, la régulation. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le seul sujet qui m'inquiète vraiment, c'est les deepfakes. Ça, je pense que c'est extraordinairement dangereux. On va être amené à interagir avec ces machines comme avec des humains, puisque on va leur parler comme à des humains, elles vont nous répondre. Mais il faut comprendre que l'intelligence artificielle générative, c'est qu'une partie de l'intelligence artificielle. Dire très bientôt, vous ne parlerez plus seulement à une boîte noire, vous parlerez à un visage sur un écran, ce qu'on appelle un robot virtuel. Donc vous pourrez éventuellement choisir l'intonation et puis un peu plus tard un robot qui aura une présence physique. Et évidemment, il va falloir interagir avec ces machines qui nous paraîtront en tout point semblables à des humains, tout en sachant qu'elles ne sont pas des humains. Et ça va être une vraie gymnastique mentale. Il y a une logique des algorithmes qui fait qu'ils se calent sur ce que vous leur dites quand vous avez une relation régulière avec une machine, et finalement la machine peut vous convaincre qu'elle est finalement comme vous. Et donc on va avoir ça à gérer, qu'on appelle l'illusion anthropomorphe. Je trouve que les machines, c'est extrêmement intéressant. J'attends avec impatience le moment où elles vont en effet, on parlait de GPT-7 tout à l'heure, elles vont être capables de nous raconter quelque chose de leur propre expérience du monde, mais ça ne sera pas du tout la nôtre. Et donc, en attendant, on va devoir lutter contre ce qu'on appelle un biais de technologie, c'est-à-dire tendance à croire que parce que la machine est une machine, elle est objective, que parce que la machine est une machine, elle nous donne des renseignements qui sont forcément vrais. N'oublions pas quand même qu'il y a des limites, hein. Il y a, comme on dit, le biais lié aux données. Il faut qu'une machine dispose d'un très très grand nombre de données, le fameux big data,
là pour que son jugement ne soit pas limité. Si je suis là, c'est pour dire les données, c'est important, les algorithmes, c'est important, là, ce que produit la machine, c'est important, mais la manière dont l'utilisateur le perçoit, c'est également très, très important. Et il y a des domaines où on va être énormément aidé par les machines, c'est bien évident, on va en profiter énormément. Il y a des domaines où il va falloir être vigilant, de manière à pas vivre des expériences dans les mondes virtuels, par exemple, parce qu'il y a aussi les mondes virtuels, pas vivre des expériences trop différentes des expériences qu'on vit dans le monde concret d'une manière qui pourrait nous brouiller nos repères. Et puis il y a des domaines où il va falloir carrément qu'on soit protégé par toute une législation. Et c'est vrai que l'Europe fait un travail considérable dans ce domaine-là, mais il y a aussi l'importance de toute l'éducation qui pourrait être donnée, qui devra être donnée dans le cadre scolaire. Toutes les technologies sont porteuses de risques et que c'est très important de construire les pare-feux au fur et à mesure que se construisent les technologies. Aujourd'hui, les entreprises sont déjà dans un procès de digitalisation. Et la digitalisation aujourd'hui, ce n'est pas juste automation. La digitalisation aujourd'hui, tout ce que les sociétés comme Capgemini font pour leurs clients aujourd'hui, c'est de transformer leur business model pour être plus productif, pour gagner en compétitivité et pour accélérer la croissance. Principe de base, l'intelligence artificielle générative va nous permettre de continuer à avancer dans ces trois domaines. Accélération de croissance, augmenter la productivité et augmenter la compétitivité. Il y a plein de choses qui aujourd'hui doivent être automatisées dans l'intérêt aussi des employés. Et moi, je vais utiliser l'intelligence artificielle générative pour permettre aux juristes de se focaliser sur les sujets de vraie valeur ajoutée et pour gagner en efficacité et en productivité. Je pense qu'on confond les tâches et les emplois et les métiers. Je pense que, en vérité, 90% des tâches vont être impactées, mais peu de métiers, beaucoup moins qu'on ne le pense. Les métiers qui associent la tête, le cœur et la main seront les moins impactés. Le radiologue disparaîtra avant le généraliste et le généraliste disparaîtra avant l'infirmière. On supprime des tâches bêtes et sans aucun intérêt pour libérer du travail intelligent. C'est surtout pour les métiers intellectuels moyens que ça va être très dur. Il va falloir réfléchir à la formation permanente, ce sera un sujet majeur, parce qu'il va falloir, pardon, c'est un mot horrible, mais upgrader un certain nombre de personnes pour qu'elles fassent des métiers plus intéressants. Autrement dit, c'est une vraie bonne nouvelle, l'intelligence artificielle, dans la plupart des domaines. Au fond, l'équation à résoudre, c'est comment rendre nos enfants complémentaires et pas victimes de l'IA. Et si j'étais ministre de l'Éducation, ce serait mon sujet numéro 1, avant tous les autres. En Europe, on va réguler quelque chose qu'on n'a pas produit, puisque pour l'essentiel, c'est fabriqué aux États-Unis et en Chine. Il est évident que plus on régule, plus on rend service à la Chine, parce que non, pas de régulation, donc ils peuvent continuer à travailler, ils peuvent continuer à progresser. Donc il faut faire très attention de ne pas stopper la recherche en régulant trop. À mon avis, le sujet sur lequel il faut vraiment réguler tout de suite, c'est les deepfakes. Ça, c'est vraiment très, très dangereux. Si l'Europe est aujourd'hui obligée de réguler des technologies qu'elle n'a pas inventées, c'est bien pour ça qu'elle se pose la question d'inventer ses propres technologies à l'avenir. Il y a très peu de métiers dans lesquels des individus n'ont affaire qu'à des machines. Dans beaucoup de métiers, des individus ont affaire à des collègues et puis ils ont affaire à des usagers. Introduire de l'intelligence artificielle là-dedans, ça oblige à se poser pas seulement la question de la productivité, du bien-être du salarié au travail, ça oblige aussi à se poser la question de savoir comment les technologies d'intelligence artificielle qui vont être introduites vont modifier les relations des salariés entre eux, les relations des salariés avec les usagers et même les relations des usagers entre eux. Et ça, c'est un modèle qu'on appelle le modèle biopsychosocial, qui, à mon avis, devrait aujourd'hui être placé au centre de toutes les recherches. Parce qu'il y a des technologies d'aide à la personne qui marche très bien en laboratoire et ça ne marche pas du tout avec les personnes. Il y a une époque où il était question que pour les personnes âgées, les personnes démentes, ce soit une intelligence artificielle qui leur rappelle l'horaire de prise de leurs médicaments. Il y a eu des essais à l'époque avec l'enceinte Alexa. Et ça a été une catastrophe parce que les personnes âgées, le moment où une infirmière leur rappelle de prendre leurs médicaments ou une personne qui passe à domicile, c'est un moment de relation. Ce n'est pas du tout la prise des médicaments qui est importante. C'est comment vous allez, est-ce que vous avez passé une bonne journée, c'est tout ce qu'il y a autour. La recherche aujourd'hui, elle devrait beaucoup plus impliquer d'emblée les usagers, les professionnels, de manière à prendre en compte tout de suite ce qui va être modifié entre eux.
et comment la motivation qu'ils ont à travailler peut être réduite ou renforcée par l'intelligence artificielle. Et ça, c'est très important. C'est pas seulement gagner du temps, c'est aussi avoir plus de plaisir à travailler. Il faut penser en termes de satisfaction, pas seulement en termes de gain de temps et de gain de rentabilité. Il faut réglementer, il faut des accords, et ça rejoint aussi les aspects économiques. Si on a des règles de base communes un peu partout dans le monde, c'est plus facile d'avoir des échanges. Ensuite, il y a des éléments qu'il faut mettre en place. Alors, quand on parle d'open source, on confond plusieurs choses. Dans l'open source, et on est parmi les plus grands contributeurs à l'open source chez Microsoft, dans l'IA et dans d'autres sujets, on amène de la transparence et on facilite la collaboration. Pour moi, ça, c'est les deux principes clés de l'open source, de la transparence, de la collaboration, notamment dans l'IA, parce que ça avance extrêmement vite. On a besoin d'un regard critique de quelqu'un qui n'a pas le même parcours, la même expertise, la même vision. Après, on associe souvent open source à libre de droit. C'est vrai pour une très très faible proportion des contrats de licence. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. Il y en a pléthore des contrats d'open source. Donc c'est un faux ami de croire qu'il n'y a pas un lien économique derrière. Et troisième point, si on veut mettre des garde-fous autour d'un modèle d'IA, il faut ajouter des choses. Si le modèle est libre en open source, sans encapsulation de garde-fous, on donne le champ libre aussi, et c'est le cas aujourd'hui. Ces modèles sont utilisés aussi par des hackers. On parlait de deepfake tout à l'heure. On met entre les mains de tout le monde un modèle qui est un peu brut de fonderie. Donc c'est très bien pour faire avancer la recherche, c'est très bien pour partager. Voilà, il manque quelque chose. Donc ce quelque chose, on parle de transparence. Ça fait 7 ans qu'on travaille sur l'IA responsable et qu'elle est exécutée. Moi, je suis responsable pour la France de ce sujet. C'est une analyse de risque, c'est très pragmatique, mais c'est ancré dans les process. La première chose, c'est qu'on ne donne pas accès à un modèle sur notre interface sans passer par un questionnaire. Donc l'utilisateur, le client, le partenaire va dire « j'ai envie de faire des résumés de texte avec tel modèle, j'ai envie de détecter si la personne, elle a la capacité de rembourser ou pas ». Vous voyez que dans ces deux cas, je vais avoir des impacts potentiels ou des risques qui vont être différents. Et donc, on va ou pas donner accès au modèle. Ça nous arrive régulièrement de ne pas donner accès à des modèles. La transparence, on appelle des notes de transparence. Nous, c'est expliquer l'usage. Qui sont les utilisateurs? Qu'est-ce qu'on a prévu que le modèle ne fasse pas? Quels moyens on a mis pour qu'il ne le fasse pas? On acquiert deux choses, pour moi, si je simplifiais l'extrême au cours de la vie, de l'expertise et de l'expérience. Si les modèles d'IA amènent de l'expertise, c'est pas du free lunch, mais c'est pas loin. Comment on acquiert de l'expérience, de l'esprit critique qui est nécessaire? Nous, on veut qu'il y ait toujours un humain dans la boucle, dans ces systèmes. C'est vraiment augmenter l'être humain, lui apporter des choses. Et comment on a cet esprit critique? Comment on sait dire que tel livre ou tel auteur ou tel journal est digne ou pas de confiance sur un sujet particulier? C'est un vrai sujet, pas la réponse, mais c'est un sujet à travailler dès l'éducation, dès les petites écoles. Cette machine est bourrée de biais philosophiques et moraux. Elle est californienne, wokiste, féministe, écologiste, antiraciste, et tout ce que vous voudrez de beau, mais elle n'est pas élevée par Jean-Pierre Chevènement, sinon elle serait universaliste et républicaine. Quand vous lui posez des questions d'éthique ou des questions qui touchent à la morale, les biais californiens sont omniprésents. Moi, je crois beaucoup à la revalorisation du métier de journaliste, au sens où il y a une vraie signature en dessous qui garantit que quelque chose, on peut être en désaccord, mais ça garantit qu'au moins il y a une responsabilité derrière. Parfois, la réglementation est trop focalisée sur la technologie. La réglementation devrait être très focalisée sur les cas d'usage. Je suis très sensible à tout ce qui a été dit par rapport à l'utilisation de la technologie par les enfants. Le fait que les enfants aujourd'hui ils ont accès à tout type d'informations et il ne faut pas attendre la Generative AI. La Generative AI, ça vient en plus. La plupart des risques qu'on trouve aujourd'hui dans l'intelligence générative d'une façon théorique, les biais, la fausse information, les droits de propriété intellectuelle, la gestion des données personnelles. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui puisse me dire qu'il n'y a pas ce type de risque dans l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui?
Et de l'Internet, les entreprises, et je parle, c'est notre cas chez Capgemini, mais je pense que c'est la position générale, nous sommes parfaitement conscients de challenges associés à l'utilisation de Generative AI et nous sommes engagés à développer une Generative AI qui est ce qu'on appelle Secure by Design. Il y a eu la révolution des données, on a développé le principe Data Privacy by Design. Il y a eu la révolution dans le domaine de la sécurité des informations. On a développé la notion Security by Design. Tout ce qu'on fera en matière d'intelligence artificielle générative sera Secure by Design. Et nous, on a déjà publié en 2021, on a publié notre code d'éthique pour le déploiement de l'intelligence artificielle. Il y a un domaine qui me paraît particulièrement important pour préserver la santé mentale de l'avenir, c'est que nous sachions toujours si nous avons affaire, de quelle manière nous avons affaire à une intelligence artificielle ou à un humain. Il faudrait vraiment être très vigilant aussi dans les avatars, dans les nouveaux espaces numériques qui seront les métavers, qui seront gérés par des intelligences artificielles, qu'aucun avatar généré par une intelligence artificielle ne laisse imaginer aux utilisateurs qu'il s'agit d'un humain qui est derrière. C'est-à-dire que toujours l'intelligence artificielle nous rappelle sa présence. Et je pense que ça, c'est capital pour qu'on n'évolue pas vers un monde qui risque de se déshumaniser parce que l'intelligence artificielle aura ses propres règles de fonctionnement. Et si on ne sait pas qu'elle est là, on pourrait être amené à penser que c'est des règles de fonctionnement humaines normales, alors que non, ça sera les règles de fonctionnement des machines. Ça reste qu'un modèle, et l'intelligence artificielle, la définition, on l'oublie souvent, c'est juste un système qui prend des données et qui va mimer certaines fonctions cognitives. Donc on n'est pas, l'intelligence artificielle n'égale pas l'être humain, n'égale pas l'intelligence, n'égale pas le cerveau. C'est pas le but.